Bienvenue pour cette nouvelle leçon qui s'intitule Processus aléatoire, partie 2. Dans la partie 1, je vous rappelle qu'on avait introduit d'abord la notion de processus aléatoire pour représenter un certain nombre de variabilités dans les observations, et ensuite on s'était focalisé sur un processus aléatoire particulier qu'on appelait le processus aléatoire du second ordre au sens large, pour lequel nous avons mis en évidence des propriétés à travers deux notions importantes qui étaient la fonction de covariance et sa transformée de Fourier, la densité spectrale. Alors, le sommaire de cette deuxième partie est le suivant. Premièrement, nous allons continuer à parler des propriétés des processus aléatoires stationnaires du second ordre au sens large, c'est-à-dire ceux dont on a parlé la dernière fois, et on complétera ces propriétés par un traitement important qui s'appelle le filtrage linéaire des processus aléatoires stationnaires du second ordre au sens large à temps discret. Alors, les propriétés des processus aléatoires du second ordre au sens large, que nous allons voir maintenant, vont démarrer avec un exemple que nous allons traiter de manière assez détaillée et qu'on appelle le processus harmonique. Alors, ce processus harmonique, en fait, ici, est un processus complexe, qui est un mélange linéaire d'exponentielles complexes dont les amplitudes sont des variables aléatoires complexes, centrées, non corrélées entre elles, et de variance sigma m. Alors, ce processus aléatoire, c'est évidemment un processus aléatoire de par le fait que les amplitudes ici qui sont là sont des variables aléatoires, même si ce terme-là, lui, est purement déterministe, F1, F2, Fp étant des fréquences choisies de manière déterminée. Alors, une première quantité qu'il est facile d'établir, c'est que l'espérance des variables xn, avec les hypothèses que nous avons faites, est égale à 0. Et donc, le processus est centré. Nous pouvons à présent calculer sa fonction de covariance. Alors, sa fonction de covariance, je vous le rappelle, puisque le processus est complexe, s'écrit sous la forme espérance de x de n plus k x de n étoiles. Je ne mets pas ici l'indication de centrage puisque la moyenne est nulle. Et un calcul montrerait qu'on pourra faire à titre d'exercice, que la fonction de covariance est égale à la somme de m égale 1 jusqu'à p de sigma m carré et puissance de jp fmk. On voit donc que la fonction de covariance est un mélange d'exponentielles complexes. Et donc, à proprement parler, sa représentation spectrale est constituée de raies qu'on pourra appeler de raies de Dirac. En fait, ce sont des raies de Fourier aux fréquences fm du processus et d'amplitude sigma m carré. Nous allons montrer qu'il existe une suite de valeurs A1, A2, AP, telles que xn égale A1, xn-1, etc., plus AP, xn-p. Alors pour cela, effectivement, nous allons introduire tout simplement un polynôme Q de Z égale le produit depuis K égale 1 jusqu'à P de Z moins et puissance moins 2JP FK. Par construction, ce polynôme, évidemment, vaut 0 pour les valeurs de ZK de la forme et puissance moins 2JP FK, où ces valeurs-là sont des valeurs de module égal à 1 et sont donc sur le cercle unité. Alors nous allons utiliser les coefficients de ce polynôme pour fabriquer une combinaison linéaire des valeurs de x. Alors le polynôme peut être donc développé, là il était sous sa forme factorisée, et on va donc le développer. Q de z va s'écrire donc de la manière suivante, z puissance p plus alpha 1, z puissance p moins 1, jusqu'à alpha p. Par convention, on va poser alpha 0 égale 1, de manière ici à disposer d'une récurrence sur alpha, et on va considérer la quantité sigma depuis k égale 0 jusqu'à p de x de n-k alpha k. Alors nous allons calculer cette quantité en substituant à x de n-k sa valeur en fonction du processus qui a été défini. Alors on obtient la chose suivante, somme de alpha k pour k égale 0 jusqu'à p de x de n-k, c'est-à-dire somme de m égale 1 jusqu'à p de am et puissance 2jp f indice m pris à l'instant temporel n-k. Alors on voit ici que l'exponentielle complexe, dans l'argument il y a une somme, donc on peut faire le produit des exponentielles complexes, on peut sortir ce qui ne dépend pas de k de cette exponentielle complexe et on peut permuter les signes somme de manière à intégrer d'abord sur k et ensuite sur m. Et on obtiendra la chose suivante, donc somme depuis m égale 1 jusqu'à p de am et puissance 2jp f indice m de petit n que multiplie somme depuis k égale 0 jusqu'à p de alpha k
et puissance moins 2jpi f indice m k. Et bien ça, ce n'est rien d'autre que le polynôme q de z pour la valeur zm, et donc ça vaut 0. Par conséquent, on vient de démontrer que la suite de la quantité fabriquée en faisant cette combinaison linéaire était égale à 0. Nous allons pouvoir donc la développer en partant de l'indice k égale 0 jusqu'à l'indice k égale p. On va obtenir la chose suivante, x de n moins 0 alpha 0, c'est-à-dire 1, alpha 1 x de n moins 1 plus alpha p x de n moins p égale 0. Et donc nous avons obtenu effectivement une expression qui montre en faisant passer les alphas et en changeant le signe que xn est égal à a1, xn moins 1, etc. jusqu'à ap xn moins p en prenant tout simplement ai égale moins alpha i. Alors vous avez un certain nombre de conclusions que l'on peut tirer de ce résultat. Le premier d'abord, c'est que le processus est parfaitement prédictible. Malgré son caractère aléatoire introduit par les variables grand A, M qui étaient des variables aléatoires, il se trouve que le xn peut être parfaitement calculé à partir tout simplement des p dernières valeurs. On verra un peu plus tard qu'on appellera ce processus un processus justement prédictible. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est que nous avons utilisé nulle part dans cette démonstration le fait en réalité que AM était une variable aléatoire, et ce que venons d'établir en fait est un résultat général. Le résultat général est le suivant. Lorsque on dispose d'un mélange linéaire de grand P exponentiel complexe, ce mélange répond à une équation récurrente que je vais réécrire avec les alphas, à une équation récurrente qui s'écrit xn plus alpha 1 xn moins 1 jusqu'à alpha p xn moins p égale 0. Et donc c'est une équation récurrente dont le second membre est égal à 0. Et bien là, on a une caractérisation effectivement de ces équations récurrentes dont le second membre est égal à 0 et dont le polynôme caractéristique a toutes ses racines sur le cercle unité. Ces équations récurrentes correspondent en fait à des mélanges linéaires de p exponentiels complexes. De la même manière, si vous prenez un mélange linéaire de p sinusoïdes réels, je vous rappelle qu'une sinusoïde réelle, c'est la somme de deux exponentielles de fréquences opposées, et bien le mélange linéaire de p sinusoïdes réels va correspondre à une équation récurrente d'ordre 2p, dont le polynôme caractéristique s'annule uniquement sur le cercle unité. Et donc ça, c'est une caractérisation dont on pourra se souvenir, c'est que les sinusoïdes, de façon générale, répondent à des équations récurrentes dont le polynôme caractéristique a ses racines sur le cercle unité. Alors maintenant, on revient un petit peu à ce que nous avons, qui était notre point de départ, les fonctions de covariance des processus du second ordre. Nous avons vu précédemment que certains processus avaient une densité spectrale plutôt lisse avec une fonction de covariance qui tendait vers 0. Là, nous venons de trouver un processus aléatoire qui est un mélange de sinusoïdes qui possède en fait une fonction de covariance qui est périodique et donc une densité spectrale qui contient des raies. Alors, de façon générale, la fonction de covariance peut être de la forme. Un terme donc de covariance qui est celui qui nous intéresse du processus qui comporte deux termes. Le premier terme qui est ici RC de K et le deuxième terme RC de K. Ces expressions qui comportent deux termes. Le premier terme RC de K est un terme que j'ai indiqué par la lettre C pour indiquer qu'il correspond à la partie continue du spectre et qui tend vers 0 quand K tend vers l'infini. Cette partie conduit à, en général, une densité spectrale continue. Deuxième possibilité, c'est le deuxième terme. RD de K est un mélange d'exponentiels complexes, auquel cas cette partie conduit à une densité spectrale discrète, c'est-à-dire qui contient des raies localisées à des fréquences particulières. Alors voilà donc ici une densité spectrale générale pour un processus comme celui-là qui contient à la fois, j'allais dire, un processus du second ordre classique qui n'est pas prédictible et d'autre part un processus qui est un mélange de sinusoïdes aléatoires qui, elles, ont un caractère parfaitement prédictible et qui apparaissent dans le spectre sous forme de raies qui sont ici. Alors c'est important dans un spectre d'avoir des raies en communication numérique. On utilise la présence de ces raies pour récupérer des rythmes d'horloge. Donc en fait, quand on détecte dans un spectre une raie à une certaine fréquence, par filtrage, il sera possible d'isoler cette raie et d'obtenir effectivement une horloge en synchronisme avec la raie. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie, et qui est le filtrage des processus aléatoires du second ordre au sens large, à temps discret.
Alors on va s'intéresser uniquement à des filtres linéaires tels que la réponse impulsionnelle soit de module sommable. Je vous rappelle que cette propriété dans le cas déterministe correspond à une propriété fondamentale que nous avons appelée la stabilité et qui est qu'à toute entrée bornée correspond à une sortie bornée. On va noter par la suite grand H de petit f, la transformée de Fourier à temps discret de la réponse impulsionnelle. Là aussi, j'ai allégé un peu les notations en n'indiquant pas ici et puissance de JPF parce qu'il n'y aura pas de confusion avec la transformée en Z. Donc on prendra l'habitude ici de mettre la lettre F plutôt que l'expression un peu compliquée puissance de JPF. Et donc la réponse en fréquence qui est ici est la transformée de Fourier à temps discret de la réponse impulsionnelle. On va considérer un processus aléatoire du second ordre au sens large à temps discret et on va le mettre à l'entrée de ce filtre. Alors on obtient en sortie une équation de convolution qui indique que la sortie du filtre est la convolution de l'entrée par la réponse impulsionnelle. Donc là, je refais les hypothèses que l'on a. On a un x de n qui est un processus aléatoire du second ordre stationnaire au sens large, ce qui veut dire que sa moyenne ne dépend pas du temps et que sa fonction de covariance ne dépend que de l'écart de temps. Alors pour repérer les moyennes et les variances pour ce processus-là, je mets un indice petit x, et en sortie, nous obtenons un autre processus aléatoire yn, qui est la convolution de xn par la réponse du filtre. Alors on s'attend à un certain résultat, c'est que la processus aléatoire en sortie est stationnaire du second ordre au sens large, il a une certaine moyenne my, et il a une certaine fonction de covariance ry. Nous allons établir les formules, effectivement, qui fait passer ici de la moyenne du processus d'entrée à la moyenne du processus de sortie, de la fonction de covariance du processus d'entrée à la fonction de covariance du processus de sortie, ou plutôt, ce qui va donner une relation plus simple, de la densité spectrale du processus d'entrée, qui est la transformée de Fourier de la fonction de covariance, à la densité spectrale du processus de sortie, qui est elle-même la transformée de Fourier de la fonction de covariance en sortie. Alors, en fait, l'existence d'une seule somme pose un problème, c'est une somme de moins l'infini à plus l'infini. On démontre qu'avec l'hypothèse qu'on a faite que le filtre était tel que h de n était de module sommable, et bien cette sommation de moins l'infini à plus l'infini sur les variables aléatoires qui sont là a un sens, et cette quantité existe et est stationnaire du second ordre au sens large. Alors on va d'abord effectivement s'intéresser à la moyenne, d'accord? Ok. Alors, m d'y est égal à h de 0, m de x, et on va se limiter au cas où la densité spectrale possède effectivement une forme continue. Alors, à ce moment-là, la moyenne my est égale à grand H de 0 fois mx. Et la densité spectrale en sortie est égale à la densité spectrale à l'entrée que multiplie le module au carré du gain du filtre. Donc ici, on a une formule importante, c'est celle en général que les gens retiennent, c'est qu'en sortie d'un filtre linéaire, la densité spectrale à l'entrée est égale à la densité en sortie est égale à la densité spectrale à l'entrée que multiplie le module au carré du gain du filtre. Alors, évidemment, on en déduit une propriété sur les covariances. Nous avions effectivement une densité spectrale qui s'écrivait de la manière suivante, SY de F égale H de F, H étoile de F, SX de F. Nous avions ça puisque le module de H de F au carré, c'est H de F, H étoile de F. Donc nous avons le produit de trois fonctions. À un produit de trois fonctions en fréquence correspond une convolution dans l'espace des temps, en notant que la transformée de Fourier inverse de h étoile de f est h étoile de moins k. On obtient ici pour la covariance en sortie, la covariance de l'entrée convoluée d'abord avec h de k et ensuite par h étoile de moins k. On peut aussi établir une formule entre les variances, l'intercovariance entre l'entrée et la sortie du filtre, c'est-à-dire ça c'est la sortie du filtre, ça c'est l'entrée du filtre. L'intercovariance entre les variables de sortie et les variables d'entrée est un simple produit de convolution entre la réponse impulsionnelle du filtre et la fonction de covariance du processus d'entrée. Alors, je traite à part le cas où il y a un spectre de Ré, bien qu'on pourrait dans un même formalisme utiliser les formules précédentes, parce qu'ici on a un moyen simple en fait de trouver le résultat. Alors regardez Ry de k pour un processus effectivement qui est un processus qui contient des raies. Vous vous souvenez qu'on vient de le démontrer, c'est effectivement une fonction de covariance qui est un mélange d'exponentielles complexes dont les amplitudes sont les variances des variables de génération du processus. La moyenne y est égale à h de 0 mx, c'est exactement comme pour le processus précédent.
En sortie, ben, qu'est-ce que l'on a? Vous vous souvenez que si on a des sinusoïdes à l'entrée, on a les mêmes sinusoïdes en sortie. Ça, c'est la règle de filtrage pour les filtres linéaires. La seule différence, c'est que la sinusoïde que l'on a en sortie a la même fréquence FM, a son amplitude qui est multipliée par grand H de F0. Donc je répète, hein, si vous avez un filtre quelconque, si vous mettez à l'entrée une sinusoïde et puissance 2jp F0n, vous obtenez en sortie de ce filtre la même sinusoïde et puissance 2jp F0n que multiplie ici un terme H0 qui est égal à tout simplement la valeur du gain complexe à la fréquence F0. Et donc ici, c'est pour cette raison-là que je vois apparaître tout simplement la même formule qu'ici, mais où on aura effectivement multiplié les amplitudes et donc multiplié les variances, et donc élevé au carré les variances, par le terme qui est ici, module de h de f de m au carré. Alors, une propriété aussi est très importante pour le filtre linéaire, c'est la conservation du caractère gaussien. C'est-à-dire que pour un filtre linéaire, le caractère gaussien se conserve. Si c'est gaussien à l'entrée, c'est gaussien à la sortie. Alors je crois que la meilleure façon maintenant de retenir ces résultats, c'est de prendre un exemple un peu standard qui consiste à dire je mets à l'entrée d'un filtre un processus aléatoire du second ordre de variance sigma 2 et le filtre a pour réponse impulsionnelle une réponse qui est de module sommable et qui est tout simplement l'indicatrice des valeurs entre 0 et k-1. C'est-à-dire que la réponse impulsionnelle du filtre, ce n'est que des 1 pour k allant de 0 à k-1. Alors je vous écris effectivement à comment s'exprime le processus en sortie. Donc j'ai ici xn, j'ai ici mon filtre h de k, et avec effectivement ici la réponse impulsionnelle que j'ai là, ben vous en déduirez très simplement que yn tout simplement est égal à xn plus etc. jusqu'à xn moins k plus 1. C'est-à-dire que c'est la somme en fait tout simplement des k dernières valeurs. Alors on va vous poser un certain nombre de questions, effectivement standards, sur le filtrage de ce processus très simple qui est un bruit blanc de variance sigma 2 par ce filtre qui est ici. Et les questions standards, en fait, c'est les questions suivantes. On va demander de déterminer la densité spectrale du processus en sortie, de déterminer la puissance en sortie, de déterminer la covariance en sortie, de déterminer la covariance entre sorties, et enfin, moyennant une hypothèse supplémentaire de gaussianité, de déterminer la loi des variables de sortie yn. Alors nous allons répondre à ces questions rapidement avec les formules que nous avons données. D'abord, le processus d'entrée est centré. Si c'est centré en entrée, c'est automatiquement centré en sortie, puisque la moyenne en sortie est égale à la moyenne à l'entrée que multiplie grand H à la fréquence 0. Alors il nous reste juste à calculer la densité spectrale de puissance, et donc la densité spectrale de puissance, c'est en sortie, la densité spectrale de puissance à l'entrée, mais on a vu que pour un buban, la densité spectrale de puissance était une constante égale à la covariance sigma 2, que multiplie le module de h de f au carré. Alors nous allons calculer effectivement le module de h de f au carré, c'est tout simplement égal à, d'abord h de f, 1 plus e puissance moins 2jpf, etc., jusqu'à e puissance moins 2jp k moins 1f, qui correspond au k terme non nul de la réponse impulsionnelle. Alors je vous laisse effectivement en déduire la forme de h de f au carré en prenant le module au carré de cette quantité et à le transporter là-dedans. Donc je ne termine pas le calcul, mais vous avez du coup maintenant la densité spectrale en sortie à partir de l'expression qui est ici, en fonction des données d'entrée, c'est-à-dire la variance du processus d'entrée et la fonction de filtrage. Alors maintenant, on me demande de calculer la puissance en sortie, extrêmement simple. La puissance en sortie, tout simplement, que je vais appeler PY, on le sait par définition, c'est l'intégrale de moins 1,5 à plus 1,5 de SY de F. Et donc, en utilisant la formule précédente, je m'aperçois que le sigma 2 sort de l'intégrale et j'ai somme de moins 1,5 à 1,5 de module de h de f au carré df. Mais à ce moment-là, là, je peux faire le calcul sans même exhiber h de f. Je sais que cette quantité-là, d'après le théorème de Parseval, l'intégrale des carrés en fréquence est égale à l'intégrale des carrés en temps. Et donc, je vais pouvoir écrire que cette formule-là, d'après l'égalité de Parseval, est égale à la somme sur tous les indices de modules de h de carré. Et ces modules de h carré valent tous 1. Et donc, ici, c'est égal à k sigma 2. Donc, voilà la puissance, ou bien la variance, on peut dire, du processus en sortie. Elle est égale à k sigma 2.
Alors maintenant, on me demande de trouver la variance en sortie. Ben, je vous laisse le faire le calcul. La variance en sortie, c'est la transformée de Fourier inverse de grand H de f. Alors, regardez ici, je vous rappelle juste que l'on a effectivement calculé SY de f égale sigma 2 module de H de f au carré. En fait, ici, cette quantité qui est ici s'écrit sous la forme H de f que multiplie H étoile de f. Et donc, par transformée de Fourier inverse, on obtient que les covariances en sortie, sigma 2 c'est une constante par linéarité, et ici nous avons un produit de convolution, un produit simple qui se transforme en un produit de convolution lorsque je passe en temps. Donc c'est la convolution de h de k par h étoile de moins k. Voilà. Alors effectivement, je vous laisse terminer effectivement le calcul qui consiste à calculer l'autoconvolution par lui-même d'une fonction rectangle. La covariance entrée-sortie, ben vous appliquerez la formule de l'autocovariance entrée-sortie, je ne le ferai pas ici, et je terminerai par la question 5, qui est la question sur la loi de probabilité. Alors pour la loi de probabilité, si c'est gaussien à l'entrée, c'est automatiquement gaussien à la sortie. Donc je répète ici, nous avons ici gaussien, nous avons une moyenne qui vaut 0, et vous avons par exemple E2xn carré qui est égal à sigma 2. C'est ce qui a été donné. Ici en sortie, je sais que c'est gaussien, parce qu'effectivement, le caractère gaussien se conserve par transformation linéaire. La moyenne en sortie est égale à 0. Et la variance de y, on vient de la calculer, c'est sigma 2k. Je peux donc écrire la loi de probabilité de la variable yn. Pour écrire la loi de probabilité de la variable yn, eh bien, tout simplement, la probabilité de la loi yn est liée à sa densité de probabilité, qui est la densité d'une gaussienne, de variance sigma 2k et de moyenne 0. C'est donc 1 sur sigma y racine de 2pi, et puissance moins y2 sur 2 sigma y carré. Alors effectivement, le sigma y carré, c'est celui qu'on avait trouvé précédemment. Je vous laisse terminer le calcul. On pourra aller au-delà. Vous savez calculer les covariances entre deux variables aléatoires de la suite. Connaissant les covariances entre deux variables aléatoires de la sortie, vous, par le caractère gaussien, vous pouvez exprimer la densité de probabilité, et donc on peut écrire les lois à tout ordre de ce processus aléatoire sans aucune difficulté lorsque l'on fait un filtrage linéaire d'un processus gaussien. Alors là, j'ai donné effectivement les expressions, c'est celles que l'on a trouvées. La densité spectrale à la sortie est égale à sigma x carré que multiplie le modulo carré de la fonction que je n'ai pas déterminée, que je vous laisse terminer. Py est égal, on l'a trouvé, à k sigma x carré. La fonction de covariance de la sortie, ici, il y a une fonction triangle, je vous laisse la retrouver avec la formule que l'on a établie et qui restait juste à terminer la convolution pour trouver cette expression qui est là. L'intercorrélation covariance entrée-sortie est donnée par l'expression qui est ici. Et enfin, x de t sont conjointement gaussiens, donc on peut déduire toutes les propriétés de la loi de probabilité de x et y à partir des résultats précédents. De plus, un filtre qui lisse le signal supprime de la puissance dans les fréquences élevées. En fait, ce résultat, c'est un résultat que nous connaissons bien, qu'on avait rencontré dans le cas déterministe. Il signifie la chose suivante. Si vous prenez un filtre passe-bas, ici, c'est-à-dire qu'il supprime les fréquences élevées, ici, au-delà de la valeur petit b, eh bien, je suis sûr qu'un filtre comme celui-là, qui ne laisse passer que les basses fréquences, si je lui mets à l'entrée un signal qui est très chaotique, comme ça, donc ça c'est le signal d'entrée, et bien en sortie, en principe, je supprime les variations rapides du signal et je vais plutôt avoir un signal qui est à variation lente. Donc de façon générale, ce résultat, c'est un résultat que l'on connaît bien et qui est tout simplement le même que celui que nous avions pour les signaux déterministes. Alors maintenant, nous allons traiter un exemple un peu plus compliqué et en fait qui introduit une notion qu'on appelle le filtre adapté et qui en anglais se traduit par matched filter. Alors on va considérer un problème suivant. Le problème que l'on considère et que l'on va traiter en entier ici permet d'utiliser un certain nombre de manières un peu plus compliquées, en fait les propriétés qu'on a vues précédemment, pour essayer de donner une solution au problème suivant. Alors on considère deux hypothèses. La première s'appelle H0. J'observe le signal x de n qui n'est que du bruit. Et la deuxième hypothèse H1, j'observe le signal xn qui est la somme d'un signal connu et d'un bruit. Alors à quoi sert effectivement une situation comme celle-là? Ben, c'est une situation qu'on rencontre en radar. En pratique, le signal Sn est émis par le radar et il y a deux possibilités. Soit ce signal Sn
touche une cible et revient, auquel cas le signal me revient, mais évidemment pollué par un bruit. Soit au contraire, il n'y a pas de cible sur la portée du radar, et ce que j'observe, c'est l'hypothèse H0, uniquement du bruit. Et donc ce que j'aimerais d'abord, c'est pouvoir dire, est-ce qu'il y a une cible, est-ce qu'il n'y a pas de cible? Et le problème que je me pose, c'est effectivement de dire ici, est-ce que le signal que j'observe contient ou pas le signal SN de forme connue? Alors je vous rappelle que SN est connu, c'est-à-dire ce que je ne connais pas là-dedans, effectivement, c'est si le signal est présent ou si le signal est absent, et en plus, il y a la présence d'un bruit qu'on va supposer ici, ce qui est un archétype en fait des bruits que l'on rencontre en communication et qui est un bruit blanc. Alors on va supposer donc que BN est un bruit blanc qui représente, je vous dis, l'archétype des problèmes qu'on a en communication avec le bruit thermique, c'est-à-dire le bruit qui est dû à l'agitation des particules dans les conducteurs. Donc le bruit est blanc et on va noter sigma 2 sa variance. Évidemment, je suppose, en disant qu'il est blanc, qu'il est centré. Et le signal SN est un signal connu. Alors je vais noter E, son énergie. En fait, son énergie, E, indice S, son énergie. Son énergie, en fait, c'est tout simplement la somme des SN carrés. Alors comment je vais traiter ce problème? Je vais d'abord vouloir avoir une approche qui soit une approche simple avec un filtre linéaire. Donc je me propose en fait de construire un filtre linéaire ici H de n tel que, en échantillonnant la sortie à l'instant tau, j'observe une quantité qui me permet de décider s'il y a présence ou absence de la cible. Donc je répète, je vais fabriquer effectivement ce filtre-là de façon telle que lorsque j'observe la sortie à un seul instant, ça veut dire que je vais observer par exemple une valeur qui est l'amplitude au moment où je vais l'échantillonner à l'instant tau, qui vaudra 14, et avec cette valeur-là, je veux pouvoir dire si la cible est présente ou la cible est absente. Donc il va falloir que pour que je dimensionne ce filtre, il va falloir effectivement que j'utilise un critère de qualité. Comment je vais faire pour dire effectivement comment un système a un bon fonctionnement? Eh bien, je vais prendre la chose suivante. Je vais essayer de trouver ici ce filtre inconnu. Le filtre ici est inconnu, qui maximise le rapport signal sur bruit. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par rapport signal sur bruit? Eh bien, ici, la variable YN, il y a deux situations possibles. Soit je suis sous l'hypothèse H0, d'accord, et je vais plutôt avoir une valeur de YN qui, au cours des différentes réalisations, va plutôt fluctuer autour de 0. Donc la variable, Y tau, c'est-à-dire ce que je vois en sortie après échantillonnage à l'instant tau, je vais avoir une variable aléatoire qui, si je recommence l'expérience à l'identique sur différentes réalisations du processus, va me donner plutôt une variable qui tourne autour de 0. Et par contre, lorsque je vais être sous l'hypothèse H1, cette même variable aléatoire va plutôt tourner autour d'une valeur ici que je vais appeler grand S, 0. Donc ici, le fait que ça tourne autour de cette valeur-là, d'accord, que l'on va calculer, au cours des différentes réalisations des expériences que l'on va faire pour reproduire à l'identique ce phénomène, quand je suis sous l'hypothèse H1, ça va plutôt fluctuer autour d'une valeur qui est différente de 0. D'où l'idée de se dire finalement, un bon moyen de vérifier si le système est bien dimensionné, c'est de prendre en faire le rapport entre cette quantité qui est ici, c'est-à-dire la valeur moyenne du signal lorsque effectivement je suis sous l'hypothèse H1, divisé par la variance du bruit qui est ici. On sent bien que si le rapport entre cette quantité-là et cette quantité-là est très grand, je vais avoir une très grande facilité à discriminer la situation H0 de la situation H1. Je vous rappelle que la situation H0, c'est autour de ce point, la situation H0 autour de celui-là, et plus mon écart va être grand par rapport aux fluctuations des différentes réalisations, plus je vais avoir de facilité, effectivement, à discriminer les deux hypothèses. D'où l'idée de maximiser la quantité qui est ici. Alors maintenant qu'on a posé le problème, il suffit de faire le calcul, c'est-à-dire de calculer d'abord le numérateur de cette fonction. Alors je vous rappelle que y à l'instant tau, c'est tout simplement, y de t, c'est tout simplement s de t que plus b de t. Et donc ça, je vais le passer à l'intérieur du filtre. Donc, ça c'est x de t, excusez-moi. Je vous le rappelle ici. C'est le x de t qui est égal à Sn plus Bn. Donc je mets même les mêmes indices, autant prendre les mêmes notations, ne pas changer de notation ici. Donc voilà. Et je vais en déduire y de n. Alors y de n, c'est tout simplement le filtrage d'abord de la suite Sn par linéarité. Et donc c'est égal effectivement à somme de h de k, s de n moins k pour toutes les valeurs de k. Ça, c'est la première partie qui contribue par le filtrage. Et le deuxième, je vais le mettre tout simplement sous la forme d'une convolution. C'est la convolution ici
de la réponse impulsionnelle du filtre par le bruit B de N. Alors évidemment, quand je prends l'espérance de YN, ben, qu'est-ce que je trouve? Je vais trouver uniquement ce terme qui est constant, d'accord, qui n'est pas aléatoire, et la quantité qui est ici, l'espérance de cette quantité-là, puisque le bruit est centré, le filtrage d'un bruit centré donne une variable centrée, et donc cette variable, l'espérance mathématique de cette variable, est donc égale à 0. Et donc je peux en déduire que E de YN, quel que soit N, est égal à somme sur K de H de K, S de N moins K. Et là, nous avons donc déjà le numérateur. Reste à calculer le dénominateur. Et pour calculer le dénominateur, je vais calculer la variance de YN. Et pour calculer la variance de YN, je vais commencer par lui supprimer la moyenne de YN. Et quand je supprime à YN la moyenne de YN, eh bien, je ne trouve plus que ce terme. Et donc, on voit que la quantité sur laquelle je vais calculer la variance est la quantité epsilon n égale H de n convolué avec B de n. Mais on sait calculer effectivement précisément variance de cette variable aléatoire en fonction de la variance de celle-là. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure en intégrant la densité spectrale, puisque l'on sait que le bruit est blanc. Et on va donc trouver que la variance de epsilon n, c'est-à-dire en fait aussi la variance de yn, c'est égal donc à sigma 2, somme de sur k, de module de h de k au carré. Alors là, effectivement, j'ai réutilisé en fait quelle formule, je vais vous le dire, c'est que j'ai calculé la densité spectrale de S epsilon de n. La densité spectrale de S epsilon de n, c'est le module de H de F au carré que multiplie la densité spectrale à l'entrée, c'est-à-dire la variance du bruit sigma 2. Pour obtenir la puissance, j'intègre cette formule de moins 1,5 à plus 1,5. Comme je peux sortir ici le sigma 2 du signe somme, du signe intégral, puisque c'est une constante, il va me rester sigma 2 intégrale de moins 1,5 à plus 1,5 de l'intégrale de module de h de f carré df. En utilisant l'égalité de Parseval, je vais trouver que c'est égal à somme sur k de module de h au carré. Et donc finalement, la valeur de rho dont j'ai besoin est donnée par l'expression. Donc on vient de montrer ici que premièrement, donc, l'expression du numérateur de rho, c'est donné effectivement au carré par la convolution de h par le signal S d'entrée, le tout mis au carré. Et nous venons de montrer que le dénominateur était égal à l'expression qui est ici. Reste à faire maintenant le rapport entre le numérateur et le dénominateur. Alors faisons-le. Nous avons effectivement ici, je vous le rappelle, le rapport rho qui est égal à la somme de h de k S de n moins k, le tout en module au carré sur sigma 2 que multiplie somme de h de k en module au carré sur toute valeur de k. Mais d'après l'inégalité de Schwarz, je sais que le numérateur est inférieur ou égal à somme de h de k au carré, somme de s de n moins k au carré sur sigma 2, somme de h de k au carré. Voilà. Évidemment, je peux simplifier par la somme des modules de h de k au carré, et la quantité t ici, eh bien, on reconnaît effectivement, c'est ce que nous avons appelé l'énergie ES. Et donc, on a la valeur de ρ pour n'importe quel filtre H est inférieure ou égale à ES sur sigma 2. Mais miracle, l'inégalité de Schwarz me dit à quelles conditions je peux atteindre cette borne qui est indépendante de H, et j'ai donc maximisé. À quelles conditions, dans l'inégalité de Schwarz, a-t-on l'égalité? Eh bien, c'est tout simplement quand les vecteurs sont collinéaires. C'est-à-dire, en fait, ici, lorsque S de n est égal à lambda H étoile de moins n. C'est-à-dire, il faut, pour que l'on ait l'égalité dans l'inégalité de Schwarz, que le vecteur S de n moins k soit collinéaire au vecteur H de moins n. Alors j'ai mis une étoile ici, parce que si nous faisions la démonstration dans le cas complexe, on aurait ici un complexe conjugué. Alors ce fil qui consiste à prendre pour réponse H de n une copie retournée du signal, donc je l'écris maintenant dans le sens qui est utile, donc ce filtre qui est ici, et donc je répète ici ce filtre, le filtre H de n qui donne une copie retournée du signal, s'appelle le filtre adapté. C'est vrai, quel que soit lambda, en fait le lambda ne joue aucune importance, et donc de façon générale, le filtre
filtre adapté, c'est une copie retournée étoilée du signal d'écho qui a servi effectivement à détecter la cible. C'est ce que nous avons indiqué ici. Alors vous avez remarqué ici que moi, je n'ai pas indiqué taux, et ce taux-là, ce n'est simplement qu'un retard à la connaissance. Ce filtre n'est pas causal. Par expérience dans le temps, évidemment, si je le décale, j'observerai le signal 2 secondes plus tard. Donc il est exactement pareil d'utiliser l'expression qui est ici, dans laquelle il y a seulement moins n et il n'y a pas le taux, puisque tout ceci, pour un filtre, est purement un problème de décalage, et on sait qu'un filtre varie dans le temps, c'est-à-dire que si je décale la réponse impulsionnelle, ça revient à regarder en fait le signal un peu plus tard. Et donc on retiendra que pour maximiser le rapport signal sur bruit, ce qu'il faut faire, c'est le filtre adapté. Alors nous allons faire une démonstration de ce résultat. Alors voilà la démonstration. Nous allons voir ici, d'abord je commence par un rapport signal sur bruit très important. Et voilà l'impulsion que j'ai émise. Si c'est cette impulsion que j'ai émise, une copie retournée de cette impulsion est une impulsion rectangulaire. Résultat, le filtre adapté a une réponse impulsionnelle qui est rectangulaire. Et donc, en sortie du filtre adapté, lorsqu'il n'y a pas de bruit, eh bien, j'ai une observation qui est triangulaire. Donc, vous voyez que, en fait, lorsque je dimensionne mon filtre et que je mets une impulsion d'écho qui est rectangulaire, comme le filtre ici est lui-même avec une réponse rectangulaire, la sortie, puisque la réponse à l'entrée est rectangulaire, c'est un exercice classique que vous avez pu faire dans des cours précédents, la convolution d'un rectangle par un rectangle, c'est une impulsion triangulaire, c'est ce que je vois là. Maintenant, ici, j'ai pris un signal un peu plus compliqué, c'est pareil, le filtre adapté à cette impulsion-là de manière à l'extraire au mieux du bruit, c'est la copie retournée de ce signal. Quand on prend ce signal-là et qu'on le convolue avec sa copie retournée, on va obtenir effectivement le signal qui est ici. Donc le filtre adapté qui est ici est une copie retournée de là et donne cette impulsion-là. Et maintenant, observons ce qui se passe en présence de bruit. Et vous allez voir effectivement qu'au moment où l'impulsion se présente, il va y avoir au niveau de la sortie du filtre, même en présence de bruit, une impulsion extrêmement importante qui va permettre de discriminer correctement les deux situations. Alors prenons cette situation-là. Je vais mettre maintenant un rapport signal sur bruit de 10 dB. Voilà. Et vous voyez que ici, le signal est noyé dans le bruit, d'accord? Mais au niveau de la sortie du filtre adapté, le bruit n'est pas gênant. On arrive à voir l'impulsion qui a été émise et on pourra dire ici qu'il y a une impulsion dans le bruit. De la même manière ici, avec un rapport de 10 dB, on voit très nettement que le filtre en sortie permet de discriminer de façon très très nette l'instant où est arrivée l'impulsion. Alors maintenant, je vais prendre un peu plus de bruit pour vous montrer que ça marche encore avec un rapport signal sur bruit bien plus mauvais, c'est-à-dire par exemple 0 dB. Donc 0 dB, j'ai autant de signal que de bruit. Sur le signal du haut, il y a effectivement un mélange entre l'impulsion de base qui était un rectangle et du bruit. Le filtre adapté a permis ici effectivement de faire ressortir l'impulsion qui est là et malgré tout de pouvoir prendre avec une certaine probabilité de réussite la décision comme quoi il y a une impulsion là-dedans. Ici, de la même manière, on voit que sur cette impulsion de signal, qui est un peu plus ainsi différente, on voit peut-être encore mieux, finalement, sortir la pulsion qui est présente à l'intérieur du signal. Alors, je terminerai, disons, sur cette démonstration. Et je vous rappelle donc que, pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site de NetUno et de cliquer sur MedNetU. Je vous remercie de votre attention.